Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors Myriam l'a souligné ce matin, 90% du commerce mondial passe par le transport maritime. Et en fait, le transport maritime est en augmentation constante d'année après année et représente à l'heure actuelle environ 3% des émissions de CO2. Alors vous pouvez dire que ce n'est pas grand-chose, mais selon l'Organisation maritime internationale, ce chiffre grimperait à 17% en 2050 si rien n'était fait. Donc là, c'est très très significatif et ça montre l'importance d'avoir des politiques appropriées en matière de transport maritime dans les ports et de repenser les modèles de transport. Alors Michel Derdevet devait vous présenter et devait souligner l'urgence d'inventer de nouveaux modèles de transport maritime. Malheureusement, Michel est retenu en quatorzaine, puisque c'est le terme consacré. Il est confiné chez lui, donc vous prie de bien vouloir l'excuser. Mais sans plus attendre, je vais donc demander à François Soulet de Brugière de prendre le relais. Et de toute façon, François intègre dans son discours les nouveaux modèles de transport, mais dans un contexte politique plus large. François, si vous pouvez vous limiter à 10 minutes, car nous avons un peu pris de retard par rapport à ce matin. Alors ça, c'est pour le micro. Donc je vais le désinfecter. Oh là là, une autre. Voilà. Hop. Voilà. Merci. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Donc je vais faire vite puisque j'ai que 10 minutes. Comme ceux qui avaient 10 minutes, ils en ont pris 20. Et qu'il y en a un d'absent, ça m'en fait 15. C'est bon. Allez, on est parti. Non, c'est pas. Ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors vous inquiétez pas, j'ai des slides qui sont très chargés. Mais je ne vais pas vous les lire comme ça. Mais vous les aurez avec vous parce que j'ai profité de ce travail pour faire pour moi une espèce de récapitulatif de tout ce qui concerne ce vaste sujet. Hein. Et donc, je présente d'abord les ports qui sont une interface entre la terre et la mer. Bon, voilà. Et en fait, le fait d'être une interface avec beaucoup d'activités différentes, ça donne des contraintes qui font qu'on ne peut pas répondre à la question qui m'est posée en 10 minutes. Une demi-heure, ce serait déjà pas mal, mais bon, on va en discuter. Donc, je dis, dans les activités terrestres, si vous voulez, on a le port, c'est un lieu où arrivent des marchandises. Donc, tout ce qui concerne l'interland concerne le port. Et c'est un lieu où les marchandises, alors dans le même sens, dans le sens export, elles partent. Et donc, on est aussi concerné par la mer. Voilà. Et ça nous donne une spécificité par rapport à beaucoup d'autres institutions qui fait que prendre des décisions en matière portuaire, c'est toujours extrêmement complexe parce que, vous le voyez, il y a plein de situations différentes. Il y a des activités liées à la marchandise, il y a des activités liées aux navires, des activités industrielles. Bon. Et sur les impacts maritimes, évidemment, il y a l'accueil des navires durant leur escale. Or, accueillir un navire durant son escale, ça veut dire non seulement être capable de le recevoir, ce qui est déjà une chose. Bon, ici à Dunkerque, on a un superbe tirant d'eau, on a très peu de chemin à faire entre la route maritime et le quai, ce qui est bien. Hein, il y a d'autres ports, mais qui réussissent pas mal, il faut bien reconnaître, que je ne nommerai pas par pudeur, dans le nord, où pour arriver au port, il faut 70-80 km avant d'y arriver. Et moi qui suis bordelais, pour arriver au port de Bordeaux, il faut faire 90 km depuis la mer pour arriver au port de Bordeaux. Chez nous, ça se compte en quelques kilomètres, 2-3 km, et on est au port. Bon. Il y a l'accueil des marins, parce que c'est important aussi. C'est d'autant plus difficile l'accueil des marins que les bateaux restent moins longtemps. Avant, quand un bateau restait 12 jours, le marin il venait s'installer tranquillement. Aujourd'hui, un bateau qui reste 48 heures, c'est déjà une escale longue. Hein. En plus, ils sont à 17 km du centre-ville. Donc voilà, il faut savoir les accueillir. C'est aussi une réflexion qu'on doit évidemment avoir. Hein. Il y a la gestion des déchets. Parce que là, on en reparlera tout à l'heure, hein, entre les Pumas et les Yaka, on sait faire. Mais la gestion des déchets, c'est compliqué. Or, un bateau récupère un grand nombre de déchets. Et il va en récupérer d'autant plus que, comme vous le savez, sans doute, aujourd'hui, compte tenu des nouvelles lois sur l'énergie, hein, il faut laver les fumées. C'est très bien de les laver, mais qu'est-ce qu'on fait du produit de lavage? Donc, il faut pouvoir éliminer ce genre d'activité. Bon, les résidus de soute.
les déchets, alors il y a aussi des déchets solides, bien sûr. Il y a les questions d'avitaillement. Comment est-ce qu'on ravitaille un navire? Et par exemple, bon, on dit on va mettre du GNL. Super, on met du GNL. D'ailleurs, on aurait dû inaugurer le 9 avril prochain une belle station de soudage ici à Dunkerque. Pour cause de virus, on ne l'inaugure pas, mais ça n'empêchera pas de marcher. Mais c'est bien de dire on met du GNL, sauf que le GNL, c'est beaucoup plus volumineux que le pétrole. Et que donc il faut beaucoup plus de temps pour charger un navire avec du GNL que pour le charger avec du pétrole. Et on ne peut pas demander à un navire de rester 3 jours pour charger son carburant, alors qu'il met une demi-journée pour charger sa marchandise. Vous voyez, donc voilà, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et par exemple à Dunkerque, pour revenir quand même à ce beau port, eh ben, l'installation elle a à peine 3 ans, on a déjà changé les pompes pour augmenter le volume qu'on peut mettre dans une cuve, de la doubler, doubler ce volume pour arriver à 3000 m3, de telle façon que on puisse remplir un navire dans le temps où a priori il va rester au port de Dunkerque. Sinon on ne sait plus faire. Vous voyez, donc il ne suffit pas de dire ah ouais on va mettre du GNL, il faut encore savoir comment on va le mettre dedans, et une fois qu'on sait comment on va le mettre dedans, le mettre dans un temps suffisant. Et puis il y a la réparation navale, hein, parce que là c'est pareil, personne n'en veut, mais il faut bien réparer les navires. Ici à Dunkerque, on a Damen qui fait un travail assez intéressant, bien sûr, mais quand vous proposez d'étendre la réparation navale, ou alors je ne parle encore même pas de déconstruction navale, là, vous avez beaucoup plus de gens qui la souhaitent que de gens qui veulent bien l'accepter chez eux. Donc, les confluences contradictoires, c'est que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. De loin, ils paraissent unis. Je veux dire que moi, quand je suis arrivé au port de Dunkerque, je me disais que j'allais avoir à l'administration. Ah non, non, on n'a pas affaire à l'administration, on a affaire aux administrations. C'est tout à fait différent. Et alors j'ai un exemple, je ne sais pas comment je peux le sortir là. Si je veux pointer là-dessus, là. C'est faisable ça? Vous savez faire, non? Vous n'avez pas une souris qui permet de... Bon, alors sinon, non, c'est pas grave. Attendez, je vais y aller. Je vais y aller. Hop. Non, bougez pas, bougez pas. On va finir par y arriver. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Ça, c'est le RTET. Le RTET, c'est le réseau de transport européen tel qu'il a été convenu par l'Union européenne. Et je ne sais pas si vous voyez le bazar. Hein, j'ai une petite flèche. Vous voyez ici la France, là, on a un superbe désert. Vous voyez? C'est fabuleux, hein? Alors, je peux vous dire pourquoi c'est un désert, parce que je l'ai vécu. J'étais président de l'Union des ports quand ça s'est passé. Quand on a dit à l'État, à notre ministre de tutelle, ouais, on va aller défendre notre dossier à Bruxelles. On nous a dit, halte là, c'est l'État qui s'en occupe, ne vous inquiétez pas, on a un permanent là-bas. Quand on a vu arriver cette carte, j'allais dire un gros mot, je ne vais pas le lire, on était sur le derrière. Vous voyez, et on a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Eh bien, manque de peau. Le fonctionnaire qui était chargé de défendre nos intérêts, il a eu une petite crise mentale, il était en arrêt maladie pendant que ça s'est fait. Voilà, vous avez le résultat ici. Je vous donne ma parole, c'est comme ça que ça s'est fait. Le réseau européen, vous vous rendez compte? Sachant qu'après, c'est sur ce réseau-là que vont se faire les investissements de l'Europe. Bon. Alors, on a dit, bah, tant pis, on a loupé. Vous imaginez, ici, vous voyez, le réseau européen, il ne passe pas par le port de Nantes, alors il arrive à Dunkerque par le biais de Calais, heureusement par là, bon. Et puis là, bon, vous me direz le Massif central, les ports, on n'en a rien à foutre, mais quand même, bon. Mais voilà, il y a des trains. Hein. Et donc, quand on a dit après, il y a eu une deuxième vague, qui est en ce moment-là, on a dit, bon, bah, on va profiter de la deuxième vague pour faire quelque chose. Mais oui. Donc le ministère des Transports, il dit, ouais, il faut relier le port de La Rochelle, le port de Nantes, les ports bretons, pensez bien, le chou-fleur, ça compte, bon, tout ça. Il faut le relier au réseau européen. Et Bercy, il a dit, non, pas question de relier tout ça. Parce que, vous savez la raison? Eh bien, c'est tout simple. Parce que si jamais l'Europe donne des possibilités à tous ces ports-là de rejoindre le réseau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des projets. Et l'Europe, elle ne finance pas 100%. Donc Bercy a dit, si vous en mettez plus, il va falloir que je mette plus de sous. Et je ne veux pas mettre plus de sous. Voilà. Donc notre réseau, alors il va y avoir une petite biscotte de plus, mais voilà, le réseau européen vu par la France. Vous voyez? Donc vous voyez, on est sur des sujets... Alors on peut comprendre que Bercy dise on dépense déjà trop d'argent par ailleurs, il faut plus en dépenser, Bon, très bien. Mais en attendant, les ports ne peuvent pas se développer comme ils l'entendent. C'est un choix, hein. Bon, voilà. Je préfère
faire du coronavirus, c'est mieux. Alors, je reviens à mes affaires. Bon, donc, alors, je passe aux axes maritimes. Les priorités, ben, y a les contrôles des navires. Hein. Le suivi de la fiabilité des bateaux, c'est très bien. Mais quand vous voyez comment un bateau, quelle est la propriété d'un navire, c'est quelque chose de super complexe. On dit l'armateur, mais l'armateur, c'est souvent que l'exploitant du navire. Le propriétaire, qu'on appelle le quirataire, je le dis pour les étudiants qui sont dans cette matière, le quirataire, il est souvent à l'autre bout de la terre, dans un paradis fiscal. Notre ami Éric Vernier sait de quoi on cause dans ces cas-là. Et donc, quand vous voulez faire quelque chose avec eux, ben, vous tombez sur une boîte aux lettres. Bon, c'est pas simple après de discuter avec une boîte aux lettres. Hein, voilà. Et le traitement des eaux polluées, alors, je vais vous en parler tout à l'heure. On dit, on va laver les fumées. Lavons les fumées. Sauf que quand on lave les fumées, qu'est-ce qu'on fait du résidu de lavage? Ben, il y a un certain nombre de laveurs de fumée, ben, ils rejettent ça dans l'eau. Autrement dit, le soufre, il n'est plus dans l'air, il est dans l'eau. Vous voyez l'intérêt? Bon. En plus, les scrubbers en question, ce sont des appareils qui sont assez fragiles, et pour ce qu'on en voit aujourd'hui, qui sont sujets à des corrosions très importantes. Autrement dit, la durée de vie d'un scrubber, c'est très faible. Bon. Et finalement, vous voyez, quand on parle de tout ce changement d'énergie, une énergie plus verte, etc., prendre du pétrole à 0,1% de soufre et tout, eh ben, on s'aperçoit que le sujet il est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Hein. D'abord parce que, par exemple, je cite mes sources, une compagnie comme MSC, qui est une compagnie donc, qui fait des paquebots, mais qui fait aussi des cargos, qui est la deuxième du monde au niveau des porte-containers, elle dit « Ouais, ben, c'est super, moi, j'ai bloqué tous les chantiers navals d'Asie pour mettre des scrubbers chez moi. Comme ça, je vais pouvoir continuer à utiliser le gasoil soufré à 15%. Comme on n'a plus le droit de l'utiliser, c'est un gasoil qui va coûter beaucoup moins cher, enfin un gasoil, un fuel qui va coûter beaucoup moins cher. Et donc, eh ben, je vais pouvoir consommer du gasoil à 15%. Et puis, comme ça, comme il va être beaucoup moins cher, eh ben, je vais remettre de la vitesse à mes bateaux. J'irai plus vite que mes concurrents, donc je vais prendre les parts de marché. Vous voyez, le verdissement du truc, il est léger quand même. Hein, bon. Mais c'est comme ça. Bon. Comme il s'agit là de recracher dans l'eau, il y a un certain nombre de constructeurs qui ont dit bah, nous, on va faire des scrubbers, mais on va collecter ces bouts de lavage et on les remettra dans les ports. Attendez, le port qui voit arriver un bateau, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Ces résidus de boue, c'est pas facile à traiter non plus. Vous voyez, d'abord, il faut savoir le faire, ce qui n'est pas évident. Puis après, il faut savoir qui c'est qui va payer. Bon, voilà, donc vous voyez, on est plein de systèmes contradictoires, et les Yaka, Faucon, etc. Alors, je ne vous parle pas de l'Arabie Saoudite, qui a du pétrole qui, naturellement, est soufré, et qui dit, mais non, le soufre dans le pétrole, c'est pas grave, je te fais un prix, tout. Vous voyez, bon, voilà. Bref, donc on a des intérêts contradictoires à gérer. Hein. Et puis, la croissance des échanges mondiaux, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à agrandir? Est-ce qu'au contraire, il faut rapetisser? Est-ce qu'il faut faire comme cette pauvre petite là, qui se balade en bateau à voile de course pour aller voir les gens plutôt que de prendre l'avion? Bon, tout ça, c'est des questions importantes. Vous voyez, et toutes ces questions importantes, il faut en parler pour savoir si on va réduire les échanges mondiaux, continuer à les faire croître en essayant de les canaliser, ou bien trouver un moyen de faire plus de transport moins carboné. Alors voilà, donc finalement, on se retrouve en face des Pumas, des Yaka et des Taiseux. Alors les Pumas, ce sont les projets utiles, mais ailleurs. Voilà. Ah ça, il y en a plein. Il y en a plein, partout. Hein, vous voulez du train? On vous en fait. Ça passe dans votre jardin? Non, non, il ne faut plus de train. Bon. On met un port, on va vous mettre des grues, un nouveau quai, tout ça. Ah non, il ne faut plus de port. Bon. On nous a quand même servi ici, à Dunkerque, hein, au moment du débat public. Quelqu'un qui nous a dit, mais attendez, il y a un port à Douvres, un autre à Dunkerque, pourquoi vous ne faites pas un seul port au milieu? Ouais, c'est une idée intéressante, on va creuser l'affaire, hein, voilà. Mais à part Monaco, ils ont fait un port en eau profonde, nous, on ne sait pas faire. Bon, voilà. Et puis, donc, bon, les quais, les zones de déconstruction, parce que c'est très bien de ne plus vouloir des bateaux, mais on n'a plus le droit de les couler, donc il faut les déconstruire. Mais personne ne veut les déconstruire, sauf en Inde. Mais là, on dit les pauvres Indiens, ils déconstruisent les bateaux. Bon. Donc voilà, ça c'est les Pumas. Il y a les Yaka. Il n'y a qu'à faire, il faudrait. Hein.
Mais vous savez, là, on a parlé à plusieurs reprises de ces fameuses prises électriques. Alors, il faut être honnête, hein. Les prises électriques de quai, on est ici à Dunkerque, on est les premiers en Europe pour les cargos. Pour les paquebots, il y en a qui ont fait ça, entre autres à Marseille, ils ont mis des prises de quai. Mais vous savez combien ça coûte une prise de quai? Parce que moi, je travaillais chez Leroy Merlin. Vous n'avez pas acheté la prise chez Leroy Merlin, hein? Parce qu'une seule prise, ça coûte 1,3 million d'euros. 1,3 million d'euros. On a mis 3 prises ici, on en a pour 5 millions d'euros. Vous voyez? Et en plus, c'est bien d'avoir la prise, mais il faut avoir le jus. Or, un porte-container de 20 000 TEU, eh ben, ça consomme autant qu'un village de 10 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez quelque part, proche de chez vous, la réserve d'énergie suffisante pour, le jour où le bateau arrive, paf, mettre un village de plus de 10 000 habitants, et puis une fois que le bateau s'en va, ben vous retirez ça. Voyez. Alors nous, ici, vous savez qu'on est un port extrêmement vert, puisqu'on est une centrale nucléaire. Plus vert que nous, on ne sait pas faire. Bon. Donc nous, on sait le faire. Mais il y a beaucoup de ports, ils ne peuvent pas faire. Prenez par exemple les îles, nos départements d'outre-mer, ils aimeraient bien avoir des... Mais ils ne peuvent pas. Leur génération d'électricité est trop faible pour permettre ça. Voilà. Bon. Donc ce n'est pas si simple que ça de mettre des prises à quai. Et comme vous l'avez dit, madame, il y a eu un deal à Dunkerque pour que ça se fasse. Et le deal, c'est qu'effectivement, Gérard Mullier nous a dit, moi, je veux que ça soit vert. Bon, à l'époque, je travaillais avec Gérard Mullier, donc je lui ai dit, écoutez, on peut demander que ça soit vert, mais il faut qu'on s'engage à quelque chose. Et ça a été du donnant-donnant. Je veux vous dire, on a dit au port, alors c'est bien parce qu'en même temps, j'étais président du port, donc c'était une partie de mon cerveau qui parlait avec une autre partie de mon cerveau. Globalement, on s'est bien entendu, finalement. Et d'autant que c'est moi qui disais où est-ce qu'on allait mettre les containers, donc c'était pas mal. Et au total, si vous voulez, on a dit au port, eh ben, on vous mettra 20 000 containers de plus, et vous faites les prises à quai. Et Stéphane Raison, il a dit banco, je mets les prises à quai, et on a mis les containers. Voyez. Et s'il n'y a pas, et c'est ce que disait Myriam tout à l'heure, c'est tous ensemble qu'on y arrive. Si je dis simplement, je veux faire une prise à quai, personne ne va suivre. Et chez nous, ben, la région a payé, l'Europe a payé, la communauté urbaine a payé, le port a payé, et le chargeur, qui lui n'avait pas de raison de payer comme ça, amène du fret. Voyez. Et c'est grâce à cette mobilisation générale qu'on arrive à faire quelque chose. Il faut que j'arrête. Il me reste 2 minutes. Allez, je finis. Alors, les yaka, on a vu, les taiseux, ben, c'est tous ceux qui disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Et voilà. Et ben, pour aller savoir ce qu'ils pensent, et pour savoir comment ils s'expriment, c'est compliqué. Donc, ben, ça fait partie de cette difficulté, hein, pour savoir qu'est-ce que le port doit faire. Voilà. Il y a aussi, évidemment, les nouvelles technologies qui débarquent. Bon. Frédéric Moncani, il a dit tout à fait, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, hein, il a dit, les bateaux qu'on veut construire aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va mettre comme moteur dedans. Hein. Au début, on nous disait, c'est le biogasoil. Bon, on va commencer à faire du biogasoil, on se dit, hop, arrêtez tout, parce qu'on pourra soit bouffer, soit rouler. Donc comme on préfère bouffer, on ne peut pas rouler. Ok, on passe au GNL, parfait, et à l'électrique. Puis maintenant, on dit, voilà, les batteries, tout ça, c'est pas bon. Bon, c'est vrai d'ailleurs, hein, c'est pas faux. Donc on passe au GNL. Ah ouais, mais le GNL, on va craquer le gaz de schiste là chez les Américains et ailleurs. Puis après on prend du gaz russe. Bouh, c'est mauvais ça. Bon, bref. Donc plus de GNL. On va passer à l'hydrogène. C'est super très bien. Mais l'hydrogène, quand vous allez avoir des cuves à moins 70 degrés, moins 173 degrés dans les bateaux, vous allez comprendre que ça va être compliqué. Vous voyez. Et puis où est-ce qu'on aura de l'hydrogène? Alors c'est vrai qu'à Dunkerque, on va installer des sources qui permettent de créer l'hydrogène. Mais créer de l'hydrogène, ça coûte cher, et particulièrement en énergie. Voilà. Bref, il y a ça. Il y a l'intelligence artificielle. Moi, ça m'énerve, hein, parce que l'intelligence, quand elle est artificielle, elle est vraiment bête. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, on parle de l'autonomie des navires, on parle de l'autonomie des véhicules, etc. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec un véhicule autonome? Et puis, il faut calibrer la sécurité, c'est sûr. Donc, honnêtement, ce n'est pas pour demain. Ceci dit, je dois dire qu'il y a des syndicats, parce qu'on nous dit toujours les syndicats, ils pensent à... Non, je vais citer mes sources. La CFDT, par exemple, ils ont une réflexion extrêmement intéressante en ce moment sur qu'est-ce que ça veut dire avoir des véhicules autonomes, qu'est-ce que ça veut dire comme changement de métier, qu'est-ce que ça veut dire comme perspective pour les gens qui sont actuellement dans les transports. Bon, mais je vous rassure, le bateau sans capitaine, ce n'est pas pour demain. Mais quand même, bon. Et puis, parce que justement, il y a l'homme au travail quand même. Moi, je dis, c'est mon slogan, c'est de dire la première espèce à protéger, c'est quand même l'homme au travail. Avant le crapaud, avant autre jaune, et la sauterelle, la patte asymétrique. Mais bon, il faut.
Voilà. J'assume mes propos. Hein. Et puis, alors, il y a la gestion des données. Et ça, c'est vrai que la gestion des données, c'est quelque chose, on commence à se rendre compte que c'est important et compliqué, parce que c'est la sécurité, c'est la cybersécurité qui compte. Hein. Quand on voit aujourd'hui le nombre d'entreprises qui sont attaquées par des pirates informatiques pour toutes sortes de raisons, quelquefois pour du pognon, mais pas que, on s'aperçoit qu'on est extrêmement faible. Or, on demande de plus en plus d'échanger des données, automatiser, machin. Alors, je ne vous parle pas pour le véhicule autonome, hein, mais si un pirate commence à prendre la main sur votre véhicule autonome, vous voyez ce qui peut arriver. Je peux vous dire, on ne s'en est pas vanté, mais je vous le dis, puisque ça sortira évidemment pas d'ici, la Marine nationale a fait un test avec CMA-CGM, grande compagnie maritime, s'il en est en France. Ils ont mis 7 minutes pour prendre le contrôle d'un bateau en mer. 7 minutes. Et vous savez comment ils ont fait? Eh ben, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, hein, c'est eux qui ont fait. Ils ont pris le pouvoir sur les gyroscopes du navire. Et donc le capitaine était sur son bateau, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu rien du tout. Hein, ce n'est pas les marins qui ont débarqué avec leurs pistolets mitrailleurs. Ils ont pris le contrôle des gyroscopes, ils ont dévié les gyroscopes, et le bateau, il a tranquillement pris 30 degrés d'inclinaison par rapport à sa route, et comme il était en pleine mer, personne ne s'en est aperçu. Personne ne s'en est aperçu. Vous voyez ? En plus, c'était un ciel sans nuages, donc le mec n'a même pas pu se dire, tiens, c'est bizarre, le nuage change de place. Non, mais je vous assure, vous voyez ? 7 minutes. Bon, voilà. Donc, c'est des questions qui se posent. C'est, oui, il nous faut de plus en plus de communication entre nous, mais non, il faut qu'on limite cette communication à des éléments qui sont contrôlables. Voilà. Et puis alors, les nouvelles routes, bon, donc les fameuses routes de la soie, qui n'ont rien de soie, mais qui existent, hein. Et la route du Nord, ben ça c'est le coronavirus du maritime, vous savez. On en parle beaucoup, mais finalement, c'est 0,7% du tonnage maritime dans le nord de l'Europe. Voilà. Donc les priorités politiques, ben, vous les verrez. Hein. Il y a les schémas locaux. Alors, ouais, on fait des stradettes. Ah, super stradettes. Maintenant, on se met à réfléchir. 300 pages de stradettes, il y en a 4 en France. Il y a 1200 pages à se cogner pour savoir ce que l'État pense aujourd'hui du maritime. Déjà qu'à la 3e page, tout le monde s'arrête. Je ne vous dis pas ce qui va se passer. Mais bon, voilà, au moins après, les gens ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Hein. Et donc, ben, il faut qu'on fasse avec ça. Et c'est compliqué. Mais j'avais arrêté. Oui, c'est promis. Me voilà. Hop. Hein. Décarboner les flux. Voilà. Hop, crac. Voilà. Hein. Et puis, il faut attirer les jeunes dans la filière. Parce que c'est quand même un métier merveilleux. Moi, ça fait 40 ans que j'exerce. Et je suis toujours content d'exercer. Donc, c'est pour ça que je suis encore là, d'ailleurs. Sinon, je ne serais plus là. Voilà. Et puis rattraper rattraper notre retard en matière numérique, parce que c'est vrai que par rapport à certains États, on est loin de la bonne gestion des données qu'on pourrait avoir. Et ça, il y a des superbes métiers là-dedans, la gestion de ces données. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire.